C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de nos deux éditorialistes Camille Sari et Jemal Taleb. Voici le dossier du jour. Le cadre stratégique 2011-2015 de lutte contre la pauvreté adopté par la Mauritanie est supposé faire une place de choix à la lutte contre le chômage, celui des jeunes en particulier, appui au secteur privé pour la création d'emplois en milieu rural, renforcement de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. Est-ce que ces programmes fonctionnent réellement? Élément de réponse dans ce reportage signé Ella Ndiaye, envoyé spécial en Mauritanie. À l'instar des autres pays africains, la structure démographique de la Mauritanie laisse apparaître l'importance des jeunes. 62% de la population ont moins de 25 ans. En dépit des performances économiques notables et des efforts fournis dans le cadre de la stratégie nationale 2011-2015 de lutte contre la pauvreté et de la priorité spécifique accordée par le gouvernement à la question de l'emploi des jeunes, le niveau de chômage, particulièrement celui des jeunes, reste encore élevé en Mauritanie. Le chômage touche de façon plus prononcée la tranche d'âge 15-24 ans. Dans la population active, le taux de chômage des jeunes dépasse la moyenne nationale de 32%, soit 66,7% pour les jeunes femmes et 44,1% chez les jeunes hommes. Selon les indicateurs publiés par l'EPCV 2008, le niveau de sous-emploi est estimé à environ 50%. Ce fort taux de chômage constitue un important facteur de marginalisation pour les jeunes et les femmes, surtout en milieu rural où les indicateurs de pauvreté et de chômage sont plus élevés que la moyenne nationale. Les autorités sont conscientes du danger de stabilisation que représente la question de l'emploi. C'est pourquoi elles ont créé en janvier 2005 une agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Malgré que, comme vous le savez, il y a un département ministériel qui s'occupe de l'emploi, l'agence était censée être plus ou moins le bras opérationnel, ou bien l'un des bras opérationnels de ce département central. L'agence a été créée dans ce contexte-là, et depuis sa création, elle s'est impliquée spécifiquement dans les problèmes d'insertion, d'emploi de jeunes, et de leur trouver des formations spécialisées afin qu'ils puissent s'intégrer dans le marché du travail mauritanien. Chaque année, des centaines de diplômés sortent de l'université de Nouakchott et des écoles de formation professionnelle. Quelques chanceux parviennent à obtenir des bourses d'études à l'étranger ou d'autres moyens de financement pour des études supérieures hors du pays ou encore à s'insérer dans le marché du travail. La majorité, cependant, se retrouve au chômage. Le gouvernement n'investit pas dans les secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture, la pêche et le domaine des infrastructures. À l'heure actuelle, on peut dénombrer 1200 diplômés chômeurs ici en Mauritanie, et cela n'est pas bien du tout pour le pays. Les récents événements dans certains pays de l'Afrique du Nord montrent combien le chômage des jeunes, notamment des jeunes diplômés, constitue un véritable défi pour les États et peut être source d'instabilité institutionnelle et sociale. La raison principale du chômage en Mauritanie réside dans l'inadéquation de la formation avec les besoins du marché de l'emploi. Les jeunes viennent en nombre de plus en plus important sur le marché du travail. Le problème est que nous n'avons pas suffisamment de gîtes d'emploi pour pouvoir recruter tous ces jeunes. Alors c'est extrêmement grave. Mais il faut rappeler le contexte international de la crise mondiale dont nous sommes victimes. Mais aussi, il faut rappeler que nous avons une inadéquation entre les études et l'emploi. Nos jeunes sont pour la plupart des poètes ou des littéraires ou des juristes. Or, ce qu'il nous faut, c'est de plus en plus de techniciens. L'autre carence, c'est qu'il y a des grands travaux qui auraient pu être créés, qui auraient pu être réalisés, infrastructures routières, bâtiments, et des gîtes d'emploi dans la pêche, dans le tourisme, etc., qui auraient pu absorber des jeunes. Mais encore faut-il qu'en amont, ces jeunes soient formés. Pour la formation de ces jeunes, le gouvernement multiplie les initiatives avec la création récente de centres de formation, des établissements secondaires, techniques et salles d'apprentissage. Aujourd'hui, la Mauritanie, comme beaucoup de pays africains, est victime de la fuite de cerveau. Les jeunes cadres qui sont diplômés à l'extérieur ont tendance à y rester.
Paradoxalement, le pays possède des richesses naturelles qui peuvent absorber le chômage des jeunes, mais selon les syndicalistes, le gouvernement manque de politique à la matière. Nous n'avons pas une stratégie. On nous parle souvent et on nous tympanise avec les questions au niveau des équilibres macroéconomiques et des équilibres budgétaires. Or, aujourd'hui, on est en train de serrer les taux, les administrations sont bloquées. Il y a absolument donc un manque de visibilité très clair. Il y a un manque de projection dans l'avenir qui permet un peu à l'ensemble des acteurs clés dans ce pays de voir un peu et de se voir et de s'identifier et de contribuer donc à une véritable politique de développement qui permet effectivement une relance économique et une redistribution plus inclusive. C'est les deux piliers sur lesquels la Mauritanie devait marcher. Elle a un potentiel, elle a des possibilités, mais malheureusement, nous ne sommes pas parvenus un peu à arriver à cela parce que nous sommes dans un pays où la culture de la discussion, de la négociation entre les acteurs économiques et les acteurs sociaux est en panne. Nous avons encore un esprit militaire assez fortement implanté au niveau des esprits de ceux qui se sont imposés pour gouverner ce pays. Ces personnes qui parlent de manque de stratégie pour l'État, ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de s'informer. Toutes ces structures, tous ces cadres juridiques, toutes ces politiques nationales ont été déjà élaborées. Je crois qu'on ne peut pas qu'une stratégie manque. Il est vrai qu'il y a des problèmes de mise en œuvre, comme dans la plupart des cas. On élabore beaucoup de textes, on fait beaucoup de documents, on fait beaucoup de programmes. Dès qu'on arrive à la mise en œuvre, la synergie qui devrait exister entre tous les acteurs bloque quelque part. Quelque part parce qu'il y a vraiment des problèmes de concertation, etc. Et les gens, chacun croit que l'autre ne fait pas ce qu'il faut pour ça. Les jeunes rencontrent aujourd'hui les plus grandes difficultés pour accéder à un emploi pérenne et de bonne qualité. Pour remédier à cette situation, certains défis sont nécessaires. Je pense qu'il faut d'abord un consensus. Il faut une réflexion de tous les acteurs, politiques, société civile, privée, et partenaires techniques et financiers. En second lieu, il faut réfléchir à une étude perspective au-delà de l'horizon immédiat. Parce qu'on ne peut pas faire une politique d'emploi des jeunes en se braquant uniquement sur le quotidien. Troisièmement, et c'est important, il faut qu'il y ait une transformation et des mentalités et des structures de formation. Et que la priorité soit accordée à la formation technique, à la formation professionnelle, au perfectionnement, à la formation continue. Enfin, et c'est important, il faut que les jeunes soient le moteur de ce développement et de cette politique. La lutte contre le fléau du chômage des jeunes est inscrite parmi les priorités du pays. Le taux de chômage est d'environ 32% en Mauritanie. Ce chômage touche plus les jeunes qui représentent 70% des chercheurs d'emploi. Maître Diallo, vous avez pu regarder ce reportage. Il a été soulevé une problématique, celle de la mise en œuvre des programmes en Mauritanie qui s'avérerait difficile, des problèmes de concertation entre tous les acteurs. Est-ce que vous l'avez noté aussi et quelle est votre analyse? Merci. Effectivement, il y a un problème de concertation entre les autorités qui ont le pouvoir de décision, le secteur public, le secteur privé et les demandeurs d'emploi. Donc il fallait créer un cadre qui permet aux autorités décisionnaires de mettre en contact non seulement les demandeurs d'emploi à travers une agence qu'ils ont mise en place, mais aussi le secteur privé qui demande une main-d'œuvre qualifiée, voire des cadres supérieurs pour travailler. Donc c'est en train de chercher, voire même de trouver des solutions à travers la création de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, qui sert à peu près de voie de transmission entre les demandeurs d'emploi qui sont inscrits, répertoriés sur un fichier en fonction de leurs compétences et de leur spécialisation, mais aussi en contact avec les entreprises privées, voire même le secteur public qui cherche des compétences. Mais on voit que depuis la création de cette agence, la situation, c'est vrai, a évolué un peu, mais pas assez, pas comme elle l'aurait pu. Oui, c'est vrai, il y a un problème de communication, puisque quand on crée une agence, on met en place des institutions, il faut que ça puisse fonctionner correctement. Mais dans ces pays, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Puisque le personnel qui est mis en place a souvent tendance à favoriser une pratique préexistante qui était celle du bouche à oreille. Le côté de corruption, le côté tribalisme font que c'est des freins véritablement à l'emploi et à l'accès des jeunes à l'emploi. L'État a mis les moyens, il y a des institutions, mais il reste la pratique. Par contre, cette pratique doit relever d'une certaine transparence
et d'une mise à plat des anciennes pratiques pour aller droit vers le but et recruter les gens en fonction de leur mérite et non pas en fonction de leurs origines, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales ou en fonction C'est un problème réel, Jemal, en Mauritanie. D'abord, le problème de communication entre les différents secteurs et ensuite cette question que soulevait notre invité, Maître Diallo, celle du recrutement en fonction de l'appartenance à une telle ou une autre communauté, par exemple. Je ne sais pas, je ne dispose pas de statistiques permettant de savoir quelle est l'embauche de cadres, de chômeurs assez importants dans telle ou telle communauté. En tout cas, s'il y avait une embauche massive dans une communauté plus qu'une autre, le chômage de façon statistique, baisserait. Et je n'ai pas l'impression qu'il baisse de façon très considérable. Ça veut dire que ce point, s'il existe, je ne sais pas s'il existe, il ne doit pas être fondamentalement important. En revanche, ce que notre invité a dit est absolument juste. Il y a un vrai problème d'adéquation entre le besoin du marché et la formation. Le professeur Chersad Boukamara, qui est une personnalité respectable, professeur d'université émérite et de bonne qualité, l'a bien dit. Et il y a besoin d'un cadre. Un cadre consistera sans doute, et je pense que les Mauritaniens qui ont des atouts ont besoin de le faire. D'abord, une implication de l'ensemble des acteurs, à la fois économiques, et privés et publics. L'idée dans ce pays a toujours été, c'est trouvons du travail, l'État aidera à trouver du travail. Nous n'avons pas souvent dans ce pays mené une réflexion, c'est l'idée que le travail est d'abord généré par l'entreprise et que si nous voulons régler le problème du chômage, il va falloir régler d'abord le problème de l'entreprise. Et donc il n'y a jamais une réflexion générale, à la fois les partenaires sociaux, donc les syndicats, le patronat, la participation de l'État et les entreprises étrangères qui sont importantes. Et les entreprises étrangères me permettent donc d'évoquer un sujet important. C'est l'un des premiers pays miniers. C'est l'un des premiers pays donc qui possède aujourd'hui l'un des plus grands gisements d'or. C'est aussi un très grand pays. Xstrata prévoit dans les 10 à 15 prochaines années d'exporter environ 60 millions de tonnes de fer. Là où la SNIM, la Société nationale mauritanienne, qui fait des efforts considérables, aujourd'hui exporte entre 10 à 12 millions de tonnes par an. C'est-à-dire qu'il y a là des possibilités d'emploi considérables que les Mauritaniens sont dans l'obligation. On ne peut pas dire que les Mauritaniens ne font rien du tout. La création de la zone franche de Nouadhibou est de ce point de vue-là une possibilité importante de créer à la fois un marché économique, une zone économique active, et puis de créer donc par la défiscalisation des entreprises un marché assez important créateur d'emplois. Et les choses ne manquent pas. Il y a deux données importantes dans ce pays qui ont besoin d'être sans doute beaucoup plus développées. C'est un grand pays rural, 14 millions de têtes de bétail. Il y a très peu de transformation et de besoin de retombées réelles sur les populations du bétail en dehors du lait qu'on tire des vaches et éventuellement de la viande au fromage. Même la peau n'est pas génératrice d'emplois alors qu'elle est capable de donner des possibilités de création d'entreprises immenses. La deuxième chose importante, c'est la pêche. La Mauritanie a un potentiel d'1 500 000 tonnes par an. Elle est aujourd'hui, je crois, 750 000. Et il y a en réalité que 150 000 tonnes qui sont débarquées en Mauritanie. Et la transformation locale qui concerne donc ce secteur-là est très peu considérable, et très peu important. Et donc il y a là des gisements assez importants. Et je n'ai aucun doute que si les Mauritaniens se mettent en dehors de leurs difficultés, de leurs différences, s'ils se disent nous allons nous mettre autour d'une table et discuter sérieusement de l'emploi des jeunes, qui lui ne touche pas que la Mauritanie. Nous sommes en France, 25% de chômage touche les jeunes. 25%. C'est-à-dire que là où la moyenne nationale française est à 12%, c'est les jeunes, il est à 25%. En Espagne, il dépasse 30%. Mais je ne vous dis pas le Sénégal à côté, où il est à 38%. C'est-à-dire que ce problème-là concerne toute la zone. Là où la Mauritanie a des chances que les autres n'ont pas, c'est que c'est 3 millions d'habitants ou 3,5 millions d'habitants. C'est des gisements donc, économiques assez considérables. Et il n'y a pas de raison que ce chômage, qui est une gangrène de toutes les sociétés, et d'ailleurs, s'il y a un marasme, il y a une difficulté, c'est parce que le chômage est là. Il n'y a pas de raison que ces pays ne se mettent pas autour d'une table pour le régler. Un dernier point au passage, j'ai remarqué, et c'est encore un gisement assez important, que le ministère des Mines vient de lancer 3 appels d'offres considérables pour la vente de mines de fer
de phosphate et de quartz. Il y a là, encore une fois, la création de quelques entreprises très considérables qui vont générer quoi? Au moins 400 à 500 emplois possibles. Donc vous revenez au secteur minier. Voilà, il y a là des gisements assez importants. Encore une fois, la pêche, le secteur rural et le secteur des mines, sans parler de l'énergie. Analyse assez pointue hein, de Gemal. Alors vous, Camille? Oui, c'est une analyse assez pointue, volontariste, mais je pense qu'il faut partir quand même de la base. Moi, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu hein, sur le terrain, et j'étais à l'université, c'est que on a le système universitaire mauritanien, il a été calqué sur le système français, qui lui-même, il est en train de changer complètement. À savoir que ce système, il est coupé du monde de l'entreprise. Il est totalement coupé du monde de l'entreprise. Et en plus, avec des gens qui sont là depuis des années, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants mauritaniens, j'en connais pas mal, mais je pense que ça a été dit par beaucoup d'intervenants, je pense qu'il est plus possible de former que des juristes et des économistes, de faire les formations traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de professeurs qui doivent assurer un certain nombre de cours et puis on a des filières qui sont là figées, les professeurs sont là, les étudiants sont là et on ne fait pas autre chose. Je pense qu'il va falloir faire des formations techniques, c'est-à-dire professionnelles de 2 ans, des sortes de DUT, et puis calquer sur les besoins locaux. Les mines, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'agriculture. Il faut aussi peut-être... Non, mais l'agriculture... Dans un pays aride oui, d'accord, mais... certaines formes d'agriculture, on va accompagner. La pêche, on en a parlé, la pêche, elle n'est pas transformée localement. Même le fer, le premier produit exporté par la Mauritanie, c'est le fer. Le fer, il n'est pas transformé localement. Donc ça, c'est un problème. Mais plus généralement, au lieu d'envoyer des étudiants à l'étranger, je sais bien pour ces étudiants qui ne reviennent plus, il faut peut-être faire venir peut-être des Mauritaniens de la diaspora pour enseigner à des formateurs. Il faut vraiment un système pyramidal où on forme les formateurs. Et ça, on l'a expérimenté et ça marche. Beaucoup de pays s'en sortent avec des jumelages, des mariages entre les écoles, les grandes écoles locales avec des écoles qui sont étrangères. Mais le problème, c'est que ça fait des transferts de devises, etc. Donc il faut réfléchir à tout ça, mais ça ne se fera pas en gardant le système de l'enseignement supérieur. Alors, vous voulez rapidement réagir avant de passer la parole à notre invité? Non, ce que je voulais dire à Camille, qui est assez considérable, j'ai dressé là un bilan, donc c'est la situation générale. Il y a des choses que je n'ai pas dites. Il y a depuis 2 ans, Camille, pour qu'il soit rassuré, une école de mines qui forme des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Deuxièmement, en Mauritanie, depuis maintenant une dizaine d'années, il y a un réseau important de CFPP. Donc, tous les Mauritaniens le connaissent, le Centre de formation et de perfectionnement professionnel, qui est un réseau assez considérable qui touche l'ensemble du pays. C'est-à-dire que cette réorientation vers moins de juristes, c'est une règle. Il y a besoin de juristes, n'est-ce pas? Il y a besoin de littéraires. Un pays a besoin de tout le monde. Et pardon, un esprit bien fait, il peut être juriste, il peut être technicien et tout ce qui est bien fait. Et une classe moyenne, elle est faite de tous ensemble. C'est-à-dire que l'effort a été fait. Les ingénieurs, donc les sociétés de mines, Tasiast, donc Kinross Mauritanie, la Société nationale industrielle et minière, donc le fleuron de l'industrie mauritanienne, et Xstrata, avec le soutien d'État mauritanien, viennent de créer une école considérable, qui est assez importante et qui a 2 volets. Un volet à Nouakchott pour former des ingénieurs et un volet donc à Agjuch pour former des techniciens supérieurs. La première promotion va sortir bientôt et je n'ai aucun doute que ça alors, Maître Diallo, s'il vous plaît. Alors, vous avez entendu plein de préconisations. Oui, j'ai bien écouté. En création d'emplois en milieu rural, la pêche, le secteur des mines. Camille parlait de formation professionnelle. Gemal nous dit que c'est déjà le cas en Mauritanie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça et quel est votre... Il faut voir la société mauritanienne. Pendant longtemps, les Mauritaniens ont toujours été servis par une main-d'œuvre étrangère pour tout ce qui est travail manuel. Les Mauritaniens n'aiment pas le travail manuel. Pendant longtemps, ça a été des Maliens, des Sénégalais, des étrangers qui faisaient tout ce qui touche le travail du bâtiment, les électriciens, les plombiers. C'est toujours le cas. Voilà. Donc, effectivement, le développement de ces centres de formation professionnelle qu'on retrouve un peu partout dans les régions depuis quelques années, c'est une bonne chose. Parce que c'est là où on va former des jeunes Mauritaniens à des métiers intermédiaires. Parce qu'avant, soit vous avez des gens déscolarisés ou des maîtrisables. Au milieu, il y a un vide. Je crois que la création des centres est une réponse adéquate à ce vide.
Mais encore une fois, en Mauritanie, on a toujours eu des ingénieurs. Mais l'ingénieur mauritanien, il est dans les bureaux, il n'est jamais sur le terrain. Les gens aiment le travail du bureau, ils les mettent là au frais et envoient les autres sur le terrain. Est-ce que l'entrepreneuriat est encouragé aussi en Mauritanie? Parce que la création d'entreprises répondrait à toutes ces problématiques. Effectivement, l'initiative privée reste marginale en Mauritanie. Vous savez qu'un peu partout dans le monde, avec le libéralisme ambiant, c'est l'initiative privée qui crée l'emploi. En Mauritanie, il reste encore marginal, l'État reste le principal employeur. On a beau créer des agences et on voit d'ailleurs que l'initiative privée, même le peu qui existe, reste quand même très conséquent, puisque là, on va recruter les gens en fonction de leurs compétences. Je reviens encore une fois. En Mauritanie, on a quand même un problème sérieux. C'est un problème où tout le monde n'a pas les mêmes chances. Si vous prenez clairement, qui n'a pas les mêmes chances en Mauritanie, c'est un pays sahélo-sahérien. Hein. C'est un pays entre négro-africains et arabo-berbères. Et le pouvoir en place n'a jamais favorisé une juste égalité de ces gens au niveau du recrutement. Allez dans les bureaux, vous verrez. Ce qui se passe entre les négro-africains et les arabo-berbères. Les cadres négro-africains qui sont formés à l'école française et qui rentrent aujourd'hui. Il y a une arabisation totale de l'administration. Ils ne peuvent plus travailler, ce n'est plus adapté. On va vous dire, écoutez, Michou, les concours sont faits essentiellement en langue arabe. Vous n'en parlez plus, vous ne pouvez pas postuler. Voilà. C'est souvent donc les ONG étrangères qui emploient les cadres négro-africains. C'est les banques étrangères installées qui emploient les négro-africains. Donc ces gens sont pratiquement exclus de l'administration. Tous les concours publics aujourd'hui qui se font, c'est négro-africains formés à l'école française, qui parlent français, qui écrivent français, qui ne sont pas formés en langue arabe, sont pratiquement exclus. Et curieusement, à l'étranger, ils réussissent tous. Moi, je fais le concours ici, d'avocat, je suis reçu. Ce n'était pas sûr qu'en Mauritanie, que j'ai réussi ce concours d'avocat. On aurait pu m'éliminer sur d'autres bases. Donc, quand les gens ont toutes leurs chances ailleurs, dans leur propre pays, ils n'ont pas les mêmes chances. Ça, c'est un des handicaps de la Mauritanie. Si aujourd'hui, on remettait tout au plat, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, à chacun selon ses mérites, je pense qu'on irait beaucoup loin et ce problème serait réglé. Vous verrez partout des doublons. On va prendre des directeurs qui n'ont aucune compétence, aucune connaissance, on va prendre un second qui fait le travail. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est ça le problème mauritanien de base. Il y aurait beaucoup à dire, effectivement, oui, là, sur je voudrais ce quand sujet. même poser ce problème, parce que ça, c'est un problème récurrent qui est là. Aujourd'hui, effectivement, l'État cherche des solutions, mais la mentalité est restée la même. Ça n'a pas changé véritablement au fond. Ceux qui recrutent, ceux qui ont le pouvoir de décision, restent encore des gens qui regardent les Mauritaniens. Il y a le Mauritanien blanc, négro-africain et négro-africain. Le blanc, il a pratiquement tous les droits, on peut lui accorder tout, c'est normal. Le négro-africain, c'est d'abord un Mauritanien de seconde zone. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce qu'il n'a pas d'origine malienne ou sénégalaise? Voilà ces problèmes-là. Est-ce qu'il parle arabe? Est-ce qu'il a l'accent? Ça, c'est des problèmes qui existent. Gémal n'est certainement pas du même avis que vous, mais malheureusement, nous arrivons au terme de ce débat. Nous devons rappeler les principes. Vous avez raison de le dire. Nous devons rappeler les principaux titres qui ont marqué l'actualité africaine. C'est l'incertitude en ce moment au Soudan du Sud. Salva Kiir, le président, annonçait lundi avoir déjoué une tentative de coup d'État après d'intenses combats qui ont d'ailleurs continué. Ce mardi, on compte déjà des dizaines de victimes. Les combats opposent des éléments rivaux de l'armée sud-soudanaise. Et un point sur la situation en Centrafrique, le nombre de soldats présents dans le cadre de la future mission internationale de soutien. La MISCA doit encore augmenter et le président de la transition a limogé plusieurs ministres. Restez avec nous, chers téléspectateurs, dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.